nous allons parler de cybernétique, d'automatisation et de géo-ingénierie. Je vais contextualiser dans un premier temps comment ces thématiques sont traitées dans l'univers de Blade Runner. L'univers de Blade Runner puise sa cohérence dans son texte d'ouverture. Il stipule la raison d'être des réplicants. Il s'agit d'êtres artificiels créés pour permettre l'exploration et la colonisation spatiale. Sans réplicants, ces produits du génie génétique, adaptés aux rigueurs de l'espace, les terriens de Blade Runner ne peuvent pas se projeter dans la colonisation du cosmos, alors que la planète elle-même semble s'écrouler sous l'effet néfaste des pollutions industrielles. À cet égard, et même s'ils en diffèrent, cela a déjà été dit auparavant, les réplicants se rapprochent en réalité de la figure du cyborg, historiquement de l'organisme cybernétique, qui a été pensé par des scientifiques en 1960, en pleine guerre froide, pour répondre justement aux enjeux de la conquête spatiale, comme les réplicants dans Blade Runner. La cybernétique qui a inspiré la figure du cyborg a posé une interchangeabilité des substrats vivants et artificiels. Elle a suscité l'idée qu'il serait possible d'adapter les corps et l'environnement à un avenir que la science-fiction d'alors inscrivait dans le cosmos. Elle a donc, pour ces raisons, largement inspiré Philip K. Dick dans l'écriture de ses romans et évidemment plus particulièrement de Android's Dream of Electric Sheep. La cybernétique a créé un monde où l'automatisation des conduites a une tendance intégrale, de l'automatisation des machines aux êtres qu'elles touchent, c'est-à-dire nous-mêmes. C'est dans cette rencontre tragique et fortuite entre un produit de la technique, Roy Batty, qui fait preuve de pitié et d'humanité, et Rick Deckard, acculé à des choix inhumains par sa hiérarchie, que se joue une partie du trouble contemporain concernant le miroir que nous tendent les plateformes numériques et l'intelligence artificielle. Pour introduire les thèmes qui seront donc traités dans cette table ronde, à savoir la cybernétique, l'automatisation et la géo-ingénierie, je montrerai pour commencer un court-métrage que j'ai réalisé en 2019 pour l'édition précédente de Nemo et qui montre justement comment ces sujets se recoupent. Je donnerai ensuite la parole à mes deux co-intervenants, Gwenola Wagon et Roland Lehoucq, que je présenterai après la projection. Je vous souhaite un très bon film. Je vais inviter dans un premier temps Gwenola Wagon et après je présenterai Roland Lehoucq. Alors, Gwenola est artiste et maître de conférences au département Arts Plastiques de l'Université Paris 8. Elle est diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs et de l'atelier de recherche interactive où elle a soutenu sa thèse sur les utopies d'un cinéma interactif. Elle réalise de nombreuses installations vidéo, des pièces filmiques et sonores. En 2014, elle publie les livres Télépathie interstellaire et De Mesmer au rat télépathe. Plus récemment, elle collabore avec Pierre Cassou-Nogues et Stéphane Degoutin pour créer la série vidéo Bienvenue à Erewhon, inspirée du roman éponyme de Samuel Butler. Une fable sur la vie des humains dans un monde où l'automatisation a été fantasmée jusqu'à ses extrêmes, portrait d'une ville située dans un présent parallèle. Elle va vous présenter son film dans quelques instants. Je vais présenter Roland Lehoucq, que j'invite à venir. Donc, Roland est astrophysicien au CEA, enseignant à Sciences Po et à l'Université de Paris. Il est l'auteur d'ouvrages tels que La science fait son cinéma, coécrit avec Jean-Sébastien Steyer aux éditions Le Bélial. Il tient également une rubrique scientifique dans la revue de science-fiction Bifrost et préside le festival Les Utopiales à Nantes depuis 2012. Passionné de science-fiction, dont il maîtrise les deux termes, il mêle avec autant d'humour que d'habileté pédagogique son goût pour la littérature inventive et ses connaissances scientifiques, n'hésitant pas à trouver des sujets comme Faire des sciences avec Star Wars, également édité aux éditions Le Bélial. Gwenola, c'est à toi. Merci Donatien, merci beaucoup. Alors je ne sais pas si ça marche, s'il faut que je prenne un micro comme ça ou... Celui-là, ok, très bien. 1, 2, 3. Je vais décrocher le micro, ça sera plus simple. Merci. Effectivement, merci beaucoup. Donc merci Donatien pour ce film et j'espère qu'on va pouvoir croiser et en parler au fur et à mesure. Je pense que le film que je vais montrer avec quelques extraits n'est pas, fait un petit peu la continuité de ton film, donc il y a beaucoup de points communs, et notamment l'écrivain Samuel Butler,
Alors donc pour présenter le projet Erewhon, c'est d'abord le projet d'un film et qui a aussi donné lieu à une sorte de pièce pour Internet que je vais montrer ici, qui alterne des écrits et des chapitres filmiques, ainsi qu'une sorte de base de données de référence qui se retrouve à chaque chapitre. Et le projet en lui-même vient d'une relecture très libre, ouverte et même inversée d'un livre de Samuel Butler qui s'appelle Erewhon. Erewhon, c'est l'anagramme de Nowhere en anglais, et dans lequel on imagine Samuel Butler, un écrivain du début, fin 19e, début 20e, qui a écrit ce livre qui est en quelque sorte un livre de science-fiction ou de fiction spéculative, où il découvre un pays imaginaire, lointain, dans lequel les machines ont disparu. Et l'épopée de ce livre raconte la manière dont ce narrateur va essayer de comprendre pourquoi elles ont progressivement disparu. D'abord, il se fait emprisonner parce qu'il porte une montre, et puis il comprend pas ce que c'est, il comprend l'objet de son emprisonnement, etc., etc. Et de chapitre en chapitre, on va découvrir cette contrée d'Erewhon en passant par différents registres de la vie des habitants des Erewhoniens. Alors, on a imaginé que Samuel Butler ressuscité d'une certaine manière, qu'il revenait post-mortem dans une machine et qu'il découvrait les images qu'on trouve sur Internet, notamment des vidéos dans des plateformes comme YouTube, et sur lesquelles il essaye de comprendre le monde d'aujourd'hui à travers son regard et son époque passée, révolue. Et du coup, il va commenter un monde à l'envers d'Erewhon, parce que c'est plutôt un monde où il y a beaucoup de machines, et avec ses propres termes, ses propres références, et en cherchant à comprendre ce qui lui arrive. Et alors c'est un petit peu comme les protagonistes des livres de Stanislas Lem, qui ne comprennent pas tout ce qui leur arrive, ou du moins pas tout. Et là, je vais en fait naviguer dans le site internet, et je vais essayer de vous montrer une sorte de panoptique de cette ville imaginaire. Il s'agit en fait de facettes différentes de la ville, et en raccourcissant un peu les chapitres, parce que chaque chapitre dure à peu près 5 minutes et le film entier dure 1 heure, donc là j'ai 20 minutes, donc je vais essayer de piocher comme ça à travers ces aspects de la ville, quelques minutes par-ci par-là, en relatant par mon commentaire ce que je ne peux pas montrer. Alors le premier chapitre, je vais le lancer et puis en parler un petit peu après. Je fuyais toujours. Je descendais une pente interminable. Je me laissais glisser dans un étroit canal. Ce fut un moment, peut-être le moment le plus émouvant et le plus inattendu de toute ma vie. Le seul, je crois que je serais trop heureux de revivre s'il m'était possible de revenir en arrière. Je débouchais dans un brusque éclatement de lumière. Je ne savais absolument pas où je me trouvais.
des espaces qui semblaient infinis continuaient de s'étendre sous la lumière artificielle. Les quadrillages métalliques formaient des galeries profondes comme les veines d'un corps gigantesque. La régularité avec laquelle les machines agissaient manifestait une vitalité singulière. Partout, je distinguais les germes d'une nouvelle forme de vie. Des paquets de toutes formes circulaient dans leurs entrailles, portés par des chariots, des tapis roulants, des bras articulés. Je donc fais une petite coupe sur ce chapitre-là. Et donc, vous l'avez donc compris, on est donc en train de découvrir l'univers d'Erewhon. Et notre protagoniste, Samuel Butler, donc, se retrouve donc dans la même ville, celle qu'il a quittée quelques siècles plus tôt. C'est bien cette ville-là, c'est bien Erewhon, sauf que tout a changé. Ce n'est plus un monde sans machines, mais au contraire une immense machinerie qui orchestre via ces entrepôts automatisés la circulation des choses dans la ville. Alors le deuxième chapitre, de nouveau pareil, alors je vais couper le son pour le passer un peu plus. Le deuxième chapitre, le héros, donc Samuel Butler, revient un petit peu sur son livre précédent et fait un flashback sur le précédent livre et raconte ce qui s'est passé. Donc, la première partie, donc ce premier livre d'Erewhon qu'il a écrit, qui raconte un univers sans machines. Les machines avaient une vitalité propre. Je le passe à celui-là parce qu'on a... Je fais un aperçu un peu plus global. Le troisième chapitre raconte une particularité des Erewhoniens qui est racontée à la fois à travers un texte et à travers le film. Dans la ville d'Erewhon, il se trouve que des animaux entretiennent des rapports assez particuliers avec les machines, notamment les chats qui se sont accoutumés aux aspirateurs automatiques et qui en jouent en se déplaçant avec eux dans les appartements qui sont donc scannés aussi par les aspirateurs, et entretiennent un nouveau type, entre guillemets, de relation. Et donc ça, voilà, je le passe aussi, je ne le montre pas. Et je vais passer directement au chapitre Les yeux. Les Erewhoniens ne croient pas au monde invisible. Ils ne cherchent pas à percer le voile coloré des images pour découvrir une autre réalité ou un autre royaume. Les Erewhoniens disent que être, c'est être visible.
rien ne restait invisible à Erewhon. Invisible ne voulait plus rien dire. Les Erewhoniens n'auraient pas compris ce mot. La ville possédait d'innombrables yeux. Des caméras de bienveillance enregistraient en permanence ces images parmi lesquelles je glissais. Les images passaient dans les cerveaux des machines et enrichissaient ainsi l'intérêt que la ville avait pour elle-même. Le crime avait entièrement disparu et la liberté y est absolue. Chacun pouvait faire ce qu'il voulait et les machines veillaient à ce qu'il ne lui arrive rien. Les Erewhoniens avaient peur du noir, de l'obscurité, des angles morts. Ils craignaient que la ville les oublie ou les abandonne dans un néant d'où ils ne sortiraient jamais. Passer rapidement au chapitre suivant. Le chapitre suivant s'attache aux habitants, les Erewhoniens, et va suivre un petit peu la vie dans les bureaux, qui sont des bureaux désertés où il ne se passe plus grand-chose, si ce n'est un temps libre à occuper. Et ils font des victoires au sudoku, ils organisent des courses de chaises de bureau. Ils essayent de se divertir dans un... Alors j'essaye de passer sur une image plus parlante. Ils essayent de se divertir en faisant des sauts de haies dans les call centers, des striptease, des batailles de palais, des sculptures de scotch. Ils s'abandonnent au bras des robots. Bref, le bureau ou l'usine se transforme en parc d'attractions. Et il y a plusieurs histoires qui se passent à travers ça. Donc je passe aussi, c'était juste un petit aperçu. Et je vais aller une minute pour vous montrer les anciens, puisque là on entre un petit peu plus dans le thème de la précédente conférence. Viens, tout contre moi. Sur la question de l'empathie et des machines. Tout à fait fini. Je vois toute ma vie. Tu t'endors doucement dans un ronronnement qui me berce le cœur. J'oublie tous mes malheurs. Ton regard me transperce. Mon cœur tout doucement et amoureusement. Approche-toi de moi, car tes yeux de manga, pas tout à fait finis. Ils me sauvent la vie. Ta fourrure d'amour enlace mes doigts lourds. Et me donne un vertige, je vais faire des sottises. Allonge-toi sur moi, dans tes yeux de manga. Pas tout à fait fini. Tu me redonnes vie.
Je ne vois plus le temps. Le temps qui nous emmène. Tu prends toute ma peine. Tu es mon confident. Je te prends dans mes bras. Dans tes yeux de manga. Tu es mon seul ami. Tu es toute ma vie. Donc, voilà, je pourrais en parler après si on a le temps. Cette question-là du robot paro est assez complexe et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que je trouve que ça fait les liens avec la précédente conférence sur la question de l'empathie et de la projection sur un autre qu'humain qui n'est pas forcément un animal, mais qui peut être un objet, un artefact, une machine. Et ce travail de projection... Voilà, le film explore aussi ça. Alors, il y a toute une partie sur la question des animaux dans la ville d'Erewan. Il y a 2 chapitres assez différents, notamment un chapitre sur les animaux des fermes d'élevage, donc les grandes fermes d'élevage automatisées, et les animaux domestiques qui ne sont pas traités pareil, et donc un paradoxe qui confronte les Eréwaniens à 2 types de comportements avec les animaux. Des animaux qu'on, entre guillemets, délaisse, oublie, qui sont un peu tabous, qui sont ces animaux de nourriture intensive, et les autres animaux qui sont les animaux protégés, surprotégés, domestiques. Et les Eréwaniens passent à chaque fois sur ces 2 rapports aux animaux dans une sorte d'ambivalence assez complexe, qui fait aussi écho au dernier chapitre du livre des machines de Samuel Butler sur l'écrit sur le fait de ne plus manger les animaux et aussi de ne plus manger les plantes et de passer un peu à ce... Donc voilà, ce chapitre, je le passe aussi et je vais finir rapidement sur ce chapitre-là. Donc je ne parle pas des plantes, mais il y a un chapitre sur les plantes et il y a un chapitre sur les spas où vivent en fait les Eréwaniens. Et je vais montrer le début de de l'avant-dernier chapitre qui s'appelle Le rêve de l'ingénieur.
d'ingénieur. Un rêve d'ingénieur. Ou alors, ce sont des acteurs qui jouent toute leur vie dans un rêve d'ingénieur. Les machines possèdent un écran et un unique bouton avec lequel on peut tout faire. Les habitations sont vastes et aérées. La poussière n'existe pas. Je suis dans un rêve d'ingénieur. Je suis dans un rêve. Les familles vivent en parfaite harmonie. Tout se déroule avec la logique d'un rêve. Là est le bonheur. Je vais l'arrêter là et puis je vais clore sur ce chapitre-là. Alors, tous les chapitres que j'ai montrés sont tous en ligne. Dans l'adresse, c'est welcometoerevan.com. Vous voyez. Et donc, à chaque fois, il y a des textes. Vous avez à chaque fois une sorte de mini-nouvelle qui étend un peu le chapitre et les références aussi qui sont cliquables. Donc, on peut retrouver les films cités et remonter d'autres films à partir des sources. Voilà, peut-être que j'espère que j'ai pas trop dépassé le temps. Voilà, j'ai plein de choses à dire, mais je préférais faire parler le film. Je peux juste vous lire l'épilogue, peut-être en conclusion, en 2-3 phrases. Donc, dans l'épilogue, on découvre que la ville est gérée par un cochon qui est le cerveau de la ville et qui finit par dire que lui-même, il est devenu un algorithme commentateur des images de cette ville d'Erewan, qu'il absorbe des quantités incommensurables de films, qu'il voit des millions de scènes quotidiennes enregistrées par les caméras de bienveillance, par les robots et les Erewaniens eux-mêmes. Et comme un zombie, il ingurgite en mode accéléré les années de hangars automatisés, surveille les fermes animales robotisées, les cerveaux plantes, et se laisse hypnotiser par ces images qui tournent en boucle. Plus elles témoignent de la démesure de la ville, plus, en fait, c'est un peu nous, donc plus je cherche à en voir d'autres, plus je les vois, moins je comprends, plus mon désir de les revoir est fort. Stupéfait, halluciné, je suis comme un spectateur boulimique qui ne peut plus fermer les yeux. Donc ça, c'était un peu en écho à ce type d'images un peu virales qui sont traitées dans le film et qui, en fait, racontent ce qu'on voulait montrer, c'est ce fantasme de monde automatisé dans tous les sens, quoi, voilà. Merci beaucoup, Benoît. Alors, mon intervention va concerner plutôt la géo-ingénierie. En fait, dans le cadre de Blade Runner, on voit une terre, du film en tout cas, une terre malade d'une certaine façon, une terre polluée. On voit cette grande ville
qui est Los Angeles, je crois d'ailleurs, et qui est polluée de diverses façons. Il y a la scène d'ouverture incroyable. On se rend bien compte déjà de l'ambiance très urbaine. Et puis il y a des grandes torchères, comme s'il y avait de l'industrie lourde, enfin vraiment au sens du pétrole, enfin du gaz, de quelque chose qu'on brûle d'une façon ou d'une autre. Donc on a une ambiance très industrielle. On sent bien que ça va pas bien au niveau du sol. C'est toujours assez sombre. Il ne fait pas beaucoup jour dans Blade Runner, il fait souvent nuit sombre, peut-être soit parce qu'il fait nuit, ça c'est un point, mais aussi probablement parce que des nuages, il y a une couverture nuageuse extrêmement épaisse qui doit limiter la lumière du soleil au niveau du sol. Il pleut, on sent que c'est glauque au niveau du sol, comme souvent les riches, Alain Mussier a dû en parler hier, mais enfin les riches sont souvent dans des altitudes supérieures, un peu au-dessus de la strate polluée, un peu au-dessus de la masse qui grouille au niveau du sol, on le voit très bien dans tout un tas de films, et dans le réel aussi bien sûr. Et donc dans Blade Runner, l'intuition qu'on a, enfin l'idée qu'on a, c'est que ces répliquants, ce sont eux qui sont envoyés dans les colonies, quelque part dans les colonies. Il y a des publicités, alors il y a aussi cette ambiance très machine que l'on voit par bien des aspects, ou très technique, que l'on voit par un certain nombre d'aspects, mais qui fait de la publicité, notamment sur ces grandes publicités sur les immeubles qui sont vraiment spectaculaires, où il y a cette japonaise là, qui avale une pilule très lentement. Enfin, cette scène et les châteaux toujours aussi fantastiques. Des grandes publicités, et notamment il y a des publicités pour aller vers les mondes extérieurs. On incite aux humains d'aller là-bas, c'est génial, un peu comme on envoyait. Alors pas à coup de publicité, parce que pendant la colonisation, disons, de la Nouvelle-Angleterre, à partir d'Européens, à partir de l'Angleterre, c'était plutôt des réprouvés, des prostituées, des malades, des prisonniers, enfin un peu tous les gens dont on voulait se débarrasser. C'était bien pratique qu'ils aillent là-bas. Bon là, apparemment, il y en a plein dont on veut se débarrasser sur Terre, semble-t-il, et on les envoie dans ces colonies. Donc on se demande si c'est vraiment des endroits agréables. En tout cas, on y envoie aussi ces répliquants, c'est-à-dire le seul endroit où ils sont, et sans doute pour établir la colonie, qui peut passer par, évidemment, faire la tête de pont, organiser, structurer, que ça se passe au moins mal pour ceux qui arrivent, mais aussi peut-être pour transformer la planète vers laquelle vont ces humains, ces répliquants et ces humains. Transformer, parce que cette planète, il y a la Terre qui est déjà bien abîmée, mais il y a aussi cette planète vers laquelle on va qui peut-être nécessite des modifications de sorte qu'elle soit habitable, en tout cas plus habitable ou plus confortable climatiquement pour les humains. Alors ça fait référence à deux choses, avec un lien qui ne sera pas complètement décodé de la cybernétique à la fin. La première référence, c'est la terraformation, l'idée qu'une planète non habitable par les humains soit, par une action méthodique et un peu lente et technique, devienne habitable pour les humains. Et puis, ça c'est un premier élément. Deuxième élément qui va découler du précédent, c'est l'idée qu'on pourrait, dans l'état où elle est, la Terre dans l'état où elle est, modifier son climat d'une façon ou d'une autre, ce qu'on est déjà en train de faire d'une certaine façon, de manière très dispersée, pas volontaire, on ne le fait pas exprès, mais enfin au final c'est ce qu'on fait, et pas dans le meilleur, puisqu'on est en train de modifier le climat, de rompre l'équilibre radiatif de la Terre au point qu'on est enclenché, on est dans une phase de réchauffement climatique pour atteindre un nouvel équilibre qui sera certainement plus chaud, et peut-être même sensiblement plus chaud que l'équilibre qui a prévalu pendant les quelques derniers milliers d'années. Et donc là, ce serait la géo-ingénierie, donc la modification volontaire, mais simplement locale, dans une planète où on peut déjà vivre, mais on veut améliorer ou modifier en tout cas les conditions d'habitabilité. Alors la géo-ingénierie, on la trouve, alors je vais le citer tout de suite, parce que comme ça fera un lien avec Erwan, justement, d'une façon un peu détournée. Et puis c'est d'actualité cinématographique, dans le roman Dune de Frank Herbert, donc dans le film de Denis Villeneuve qui est sorti récemment, montre la première partie. Dans le roman Dune de Frank Herbert, il y a un peuple qui est sur cette planète Dune, Arrakis, en langue locale. Et sur Arrakis, les Fremen ont la volonté de modifier le climat d'Arrakis, qui est extrêmement chaud. Les températures maximum atteignent 77 degrés Celsius. La température moyenne, c'est 20 degrés Celsius, donc celle qui prévalait sur la Terre déjà il y a quelques centaines de millions d'années. Pendant le Précambrien, il y a eu des températures de 20 degrés Celsius moyenne. Alors on est plutôt à 15 degrés Celsius, en route vers 17. Et il y a l'idée que les Fremen veulent modifier le climat d'Arrakis pour le rendre plus habitable, plus confortable pour eux. Alors là, ils sont dans la géo-ingénierie. Voilà une autre œuvre où on parle de géo-ingénierie. Et si je cite Dune aussi, en plus des qualités intrinsèques du roman, dans Dune, il y a un élément, il y a Butler qui apparaît, enfin, très indirectement, enfin, oui, disons son nom apparaît, puisqu'il y a un élément qui s'est passé quelques milliers d'années avant le moment où se produit l'histoire, qui est en 10191, et 10191 de l'ère de la Guilde. Bon, alors c'est dans longtemps, dans un passé lointain. Et
dans ce passé lointain, il y a eu ce qui s'appelle le djihad butlérien, en référence directe à Samuel Butler, où, pour une fois dans une œuvre de science-fiction, les humains ont décidé volontairement, spontanément, de se passer d'une technique qui se trouve être, disons, les machines pensantes, comme c'est dit, disons l'intelligence artificielle. Ils ont décidé volontairement de renoncer à une machine, et ça s'appelle le djihad butlérien. Donc là, le lien avec Butler, je laisserai Gwenola épiloguer, commenter éventuellement après. Donc ça, c'est quand même intéressant. On a décidé volontairement de se passer d'une technique, et c'est remplacé par les mentats, donc des humains modifiés, entraînés spécialement, qui remplacent finalement les machines pensantes. Donc revenons sur les aspects de terraformation d'abord. Alors la terraformation, donc l'idée qu'on puisse transformer une planète inhabitable pour la rendre habitable par les humains, ça c'est une idée qui est assez ancienne. Alors j'ai quelques notes, voilà, qui est assez ancienne. Une des premières œuvres que j'ai pu tracer, c'est La journée d'un Parisien au XXIe siècle d'Octave Béliard en 1910, dans lequel il décrit une lune qui est progressivement dotée d'une atmosphère et de végétation pour simplement servir de réserve naturelle, de lieu de plaisir pour l'humanité et éventuellement de colonisation, c'est-à-dire d'expansion de l'humanité sur la Lune. Il y a aussi un roman de 1930 de Olaf Stapledon, Les premiers et les derniers, Last and First Men, où là les humains transforment la planète Vénus en y insérant des plantes génétiquement modifiées, enfin c'est pas dit comme ça, mais c'est ça que l'on comprend, qui vont absorber les gaz délétères de Vénus. Vénus, c'est une planète dont on peut difficilement sous-estimer la difficulté des conditions de vie. Son atmosphère est extrêmement opaque. On ne voit pas le sol de Vénus depuis la surface de la Terre, ni même d'ailleurs depuis l'orbite de Vénus, enfin en lumière visible, on la voit que par des rayonnements radars ou des lumières invisibles à nos yeux. Et la pression atmosphérique à la surface de Vénus, c'est 90 fois la pression terrestre, et la température moyenne à la surface de Vénus, c'est 450 degrés Celsius. Donc c'est une version planétaire de l'enfer, on va dire. Et donc, dans ce roman, Olaf Stapledon, Last and First Man, c'est une grande histoire de l'humanité sur 2 milliards d'années. Donc, ça raconte des choses, dont une période où l'humanité a transformé Vénus pour la rendre habitable. Vénus, qu'on appelle souvent jumelle de la Terre, parce qu'elle a à peu près les mêmes dimensions. Elle est un peu plus proche du Soleil, mais elle est à la limite d'habitabilité. Et elle a dû subir ce qu'on appelle un effet de serre divergent qui l'a mis dans la situation qu'on lui connaît actuellement. Le plomb solide à la surface de Vénus, ce n'est pas possible. Vous avez un bloc de plomb, ça fond. Pour vous donner une idée des conditions. Alors, le mot terraformation, il apparaît en fait dans un roman dans une nouvelle de Jack Williamson, mais qui est après rassemblé en fix-up toute une série qui s'appelle la série City, CT, qui s'appelle Collision Orbit, et dans lequel il forge le mot, en anglais, le mot terraforming. L'idée qu'on va pouvoir transformer les conditions de surface d'un objet céleste, d'une planète. Alors dans Collision Orbit, c'est plutôt d'un gros astéroïde, mais modifier les conditions pour les rendre habitables pour les humains, de sorte qu'ils puissent se balader, comme vous et moi ici, peut-être avec un petit pull, peut-être avec un petit quelque chose, mais essentiellement, ils se baladent sans scaphandre, dans des conditions tout à fait décentes pour eux. Et puis le dernier échelon, la dernière étape que je donnerai, c'est bien sûr la fameuse trilogie martienne de Kim Stanley Robinson dans les années 90, c'est 93, quelque chose comme ça, 96, où il y a Mars la rouge, Mars la bleue, Mars la verte, où là, Kim Stanley Robinson décrit les différentes étapes techniquement et avec un assez grand détail et assez plausible, pour ne pas dire tout à fait pensable, de la transformation de Mars pour la rendre habitable. Mars qui actuellement est tout à fait inhabitable pour les humains. La pression atmosphérique martienne, c'est 160 fois inférieure à la pression terrestre. Et la température moyenne, c'est moins 62 degrés Celsius, donc il fait un peu frais et il n'y a pas beaucoup d'air à respirer, d'autant plus que la composition de l'air martien, indépendamment du fait que la pression est très faible, c'est 95% de gaz carbonique, donc c'est pas très respirable pour nous. Alors, cette terraformation, le mot a été forgé de la science-fiction, l'idée vient de la science-fiction, qu'on modifie une planète à l'échelle de la planète pour la rendre habitable, et puis dans les années 60, notamment sous l'impulsion de Carl Sagan, il a publié un article dans Science en 61, où il imaginait, cette fois-ci scientifiquement, de dire comment on ferait, est-ce qu'on peut penser, et si oui, comment est-ce qu'on ferait pour transformer, dans le cas de Vénus, les conditions d'habitabilité de la planète Vénus, qui était vraiment très difficile, pour dire le moins. Et Carl Sagan a proposé ce travail sur Vénus, et puis on s'est rendu compte ensuite que Vénus était certainement trop compliqué à penser. Et puis il y a eu tout un tas de travaux par Robert Zubrin, quelqu'un qui a fondé la Mars Society aux États-Unis. Il y a eu Martin Fogg et Colin McKay, deux scientifiques américains qui ont très largement étudié, discuté la question de la terraformation de Mars, qui assez rapidement est devenue plus aisé à penser et qui semblait être plus pratique à faire. Alors en pratique, ça veut dire c'est quand même pas très simple, parce qu'il faut épaissir l'atmosphère
de Mars d'abord, elle est trop ténue. Donc ça veut dire volatiliser tout ce qui est volatilisable à la surface de Mars, tout ce qui est transformable facilement en gaz. Donc les calottes polaires, alors c'est pas rien les calottes polaires, hein, ça fait 2000 km de diamètre, quelques kilomètres d'épaisseur de glace, souvent de glace de gaz carbonique, un peu de glace d'eau pour la calotte polaire nord, mais beaucoup de glace de gaz carbonique. Donc il faut faire fondre énormément de calottes polaires. Alors évidemment, les techniques vont de je balance beaucoup de grosses bombes thermonucléaires à je précipite un astéroïde ou une comète. Pas plus con, une comète c'est de la glace sale, on les appelle souvent glace sale, et le choc, on la dévie, on la précipite sur un des pôles, la collision, ça casse un peu tout, ça chauffe énormément, puis ça met ce gaz dans l'atmosphère, ça recrée une atmosphère martienne qui a existé. On sait qu'il y a une atmosphère sur Mars suffisamment épaisse pendant à peu près 5 à 700 millions d'années, dans une période initiale de Mars, où on sait que de l'eau liquide a pu perdurer à la surface de Mars. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a plus d'eau liquide à la surface de Mars, c'est que la perte de l'atmosphère a perdu le couvercle qui finalement permettait d'avoir de l'eau liquide. Alors, couvercle qui à la fois permet d'avoir de liquide par la pression, mais aussi permet d'avoir un effet de serre légèrement plus important, ce qui fait qu'en dépit de la distance de Mars au Soleil, un peu plus lointaine que celle de la Terre, 1,6 à peu près fois plus lointaine que la Terre, il pourrait y avoir une température moyenne qui serait sans doute pas celle de la Terre, avec la même atmosphère que la Terre mise sur Mars. La température moyenne serait un peu au-dessus de 0 degré Celsius, mais suffisante en moyenne pour avoir un peu d'eau liquide par endroit, même s'il y a des endroits qui seraient un peu frais. Donc, d'abord transformer tout ce qui est volatilisable en gaz, et puis ensuite, cette atmosphère n'a pas la bonne composition, donc il y a tout un tas d'étapes à franchir, dont une a été formalisée techniquement, qui s'appelle écopoïèse. D'abord, l'idée qu'avant de mettre des humains dessus, il faudrait que simplement une vie puisse se développer à la surface de Mars, une vie qu'on pourrait qualifier un peu d'extrême, parce que l'atmosphère ne serait pas forcément très pratique, les plantes photosynthétiques ne seraient pas encore adaptées, il faudrait peut-être faire de la modification génétique de ces organismes, y compris unicellulaires, organismes microscopiques. Donc il y a tout un tas d'étapes qui ont été décrites et pensées. Donc ça reste quelque chose qui rentre dans le cadre de la science. Il n'y a pas d'impossibilité technique, il y a juste un énorme projet, ça reste un énorme projet extraordinairement long, qui s'étalerait, s'il devait être lancé sur probablement des centaines d'années et certainement des millénaires, et qui reste pensable. Et d'une certaine façon, la première étape, en tout cas, d'épaissir l'atmosphère et de créer un effet de serre susceptible de continuer. C'est-à-dire l'idée, si vous commencez à mettre une atmosphère sur Mars, cette atmosphère va servir de couvercle et va créer un effet de serre qui va réchauffer un peu l'atmosphère de Mars. Du coup, des choses pas fondues vont fondre aussi, qui vont s'évaporer, qui vont alimenter l'atmosphère, qui va être plus épaisse, et donc il y aura un effet de serre plus important, etc. Donc avec un effet de serre divergent, on peut initier l'opération à coup de quelques gros coups de matraque au niveau des pôles, et puis ensuite on attend quelques centaines d'années que le processus diverge tranquillement. Ça prend du temps, c'est pas si simple techniquement. D'autres possibilités, dans Kim Stanley Robinson, il imagine une technique qu'il appelle les soleta, des espèces de grands miroirs en orbite autour de Mars, et qui se positionnent au-dessus des pôles, qui réfléchissent sur les pôles de Mars le rayonnement solaire, de sorte à chauffer par l'effet du rayonnement. C'est un peu moins violent, ça reste tout à fait aussi on transforme vraiment une planète à l'échelle globale, mais simplement par déviation et éclairement déviation du rayonnement solaire pour éclairer, pour réchauffer les pôles, qu'on pourrait préalablement ensemencer ou du moins couvrir de particules noires, de sorte que la glace martienne absorbe un peu plus la lumière solaire qu'elle ne le fait actuellement. C'est pas très malin de vouloir réchauffer un miroir en l'éclairant avec de la lumière. Il faut d'abord le peindre en noir, puis vous le réchauffez avec de la lumière. Donc la terraformation de Mars, elle est pensable, elle est presque, je dirais, entre guillemets, facile. Alors d'abord pensable, mais après d'autres estimations ont été faites, parce qu'on sait mieux de Mars maintenant que dans les années 90, même 2000, on sait même beaucoup mieux. Et l'idée qu'il y aurait suffisamment de volatiles, de composés volatiles sur Mars pour créer une atmosphère est maintenant très discutée. Il semble qu'il y ait quelque chose comme peut-être 10%, enfin, il y a suffisamment de volatiles sur Mars, semble-t-il, pour qu'on ne puisse recréer une atmosphère qui n'est que 10% de la pression atmosphérique terrestre. Donc ça veut dire que c'est une atmosphère qui est bien plus dense déjà que celle qui prévaut actuellement, mais qui n'est pas, peut-être sans doute pas suffisante. Bon, il y a des discussions après sur le catalogue, si je veux dire, des matières disponibles à la surface de Mars. Alors l'autre question que ça pose, qui est intéressante, c'est que finalement c'est pensable, c'est même presque facile, entre guillemets, enfin c'est techniquement très long, très compliqué, etc. Mais il n'y a pas d'obstacle rédhibitoire, comme aller plus vite que la lumière. Par exemple, là, c'est carrément violer une loi de la physique telle qu'on la connaît, donc là, pour le coup, on est un peu désarmé devant des propositions comme aller plus vite que la lumière, alors que là, on n'est pas du tout désarmé, et c'est presque, entre guillemets, facile. Et si c'est si facile, ce qui est intéressant, c'est qu'en miroir, si on sait... Ça a l'air facile de terraformer Mars, ça prend du temps, etc. Mais ça a l'air facile de terraformer Mars, donc du coup, c'est peut-être aussi facile de
déterraformer la Terre. D'ailleurs, oui, c'est facile, nous sommes en train de le faire. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ce miroir, c'est si c'est facile, et je mets des guillemets autour de facile, vous avez compris que ça reste quelque chose, ça veut dire juste pensable, techniquement pensable, intellectuellement pensable, la technique et les sciences nécessaires sont sous la main essentiellement. Il y aurait des choses à améliorer, des choses à inventer, sans aucun doute, mais ça reste sous la main. Eh bien, c'est donc possible aussi de défaire ce que l'on saurait faire, c'est-à-dire de déterraformer la Terre, de finalement modifier l'état climatique de la Terre par une action humaine très désordonnée actuellement, qui consiste essentiellement à brûler tout ce qui est brûlable, toute cette matière carbonée photosynthétique, cette matière organique d'origine photosynthétique accumulée sous la croûte de la Terre au fil des dizaines de millions d'années, qu'on appelle combustibles fossiles, et en les brûlant, eh bien, finalement, on utilise 2 fois l'énergie solaire, une fois l'énergie solaire qui nous frappe maintenant, parce que ce sont les plantes qui poussent, que nous consommons, ou que les bœufs consomment et nous mangeons des bœufs, qui font les vents, les météos, etc., et qui permettent de faire du vent, qui par exemple fait tourner des éoliennes ou des panneaux solaires, enfin des choses qu'on faisait avant l'ère pré-industrielle. On utilisait la force musculaire des animaux, des humains, la nourriture que nous faisions pousser, les moulins à vent, l'eau qui coule qui vient du cycle de l'eau, d'une évaporation, qui fait monter l'eau spontanément là-haut, et il pleut de temps en temps sur plein d'endroits, mais en particulier sur les montagnes, et quand de l'eau solide ou liquide tombe sur les montagnes, elle finit par couler en bas, et habilement en mettant un truc qui tourne sur ce flux d'eau spontané sous l'effet de la gravité, ça fait un moulin, alors éventuellement qui produit de l'électricité, mais enfin un moulin qui produit du mouvement déjà, pour faire des choses ensuite. Bref, utiliser ces formes d'énergie solaire qui étaient au fond du fond de l'énergie solaire, eh bien on utilise 2 fois l'énergie solaire, une fois par celle que le soleil nous procure actuellement, et une deuxième fois massivement par cette énergie solaire stockée sous forme de ces carburants, de ces combustibles fossiles qui ont été simplement des matières organiques photosynthétiques de l'époque où elles ont été produites et qui sont stockées dans le sous-sol. Donc, nous sommes en train de déterraformer la Terre par cet usage immodéré des combustibles fossiles, et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut agir, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a constaté le problème, comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser ou le régler. Alors de là, on voit dans la science-fiction un certain nombre de voies possibles. Alors rêve d'ingénieur, encore je rebondis sur la notion de rêve d'ingénieur. Il y a eu une époque, dans les années 70, des rêves d'ingénieurs de faire des colonies orbitales, notamment sous l'impulsion d'un ingénieur qui s'appelle Gérard O'Neill. En 1974, il a publié dans Physics Today, il a publié un gros article en proposant d'immenses colonies orbitales. La Station spatiale internationale, en comparaison, c'est la salle de bain de la colonie orbitale. Enfin, c'est même pas la salle de bain, c'est les chiottes de la colonie orbitale. C'est tout petit en comparaison. Là, on parle de colonies qui font 5 km de diamètre, des cylindres en rotation autour de leur axe principal pour créer sur les parois latérales une pesanteur artificielle. Et des cylindres qui font 5 km de diamètre et 30 km de long. Vous voyez, on démarre avec 200 000 habitants. Et au bout de quelques années, il y en a 20 millions. Donc on n'est plus dans la rigolade. Là, on est vraiment dans la colonisation orbitale. Je ne rentre pas dans tous les détails. C'était vraiment un rêve d'ingénieur, avec l'idée derrière que, dans le titre, c'est dit explicitement, pas dans le titre, dans le chapeau de l'article en Physics Today, avec l'idée que ça va résoudre des problèmes de la Terre. On est en 1974. Il y a eu 1969, il y a eu la bombe P, la Population Bomb de Paul Ehrlich, qui s'inquiétait de la question de la croissance très très grande de la population humaine. Notamment, on le voit dans Blade Runner, enfin surpopulation, sous l'effet de la transition démographique de pays qui étaient à haute mortalité et à haute natalité. Et donc, il y avait une population contrôlée par le fait qu'on naissait beaucoup, mais on mourait beaucoup. Ces pays, notamment en Afrique, qui sont passés d'une situation de haute natalité, haute mortalité, à une situation qui était encore de haute natalité, mais de faible mortalité, notamment grâce à la révolution verte, enfin l'augmentation considérable de la productivité des plantations, un peu d'hygiène évidemment, de médecine, etc., et qui ont fait que la population humaine a cru de manière absolument considérable pendant les années 70. Et donc la bombe P de Paul Ehrlich en 1969, et puis deuxième, évidemment, le rapport du Club de Rome, enfin dit rapport Meadows en 1972. Et donc ça, il y a dans l'idée qu'il y a des problèmes sur Terre et que peut-être un échappatoire, ça sera d'aller dans l'espace. Alors là, c'est aussi en science-fiction, on voit ça très bien, la planète B, l'idée que cette planète B, soit qu'elle soit déjà habitable, soit qu'on la terraforme. La terraformation rentre dans le fantasme de la planète B. Alors si ce n'est pas une planète, c'est des colonies orbitales. Et bien sûr, l'autre possibilité, on va y venir, la géo-ingénierie, de réparer les bêtises que nous avons faites. On a tout cassé, mais on va réparer, vous allez voir, ça va s'arranger. Et puis aussi, une chose qu'on a
a pu évoquer, enfin nos prédécesseurs ici l'ont évoqué, l'idée qu'on puisse aussi modifier les humains, puisqu'après tout, on est en train de pourrir l'ambiance de la Terre, pour qu'à cela ne tienne, nous allons modifier les humains pour qu'ils soient adaptés à cette nouvelle ambiance pourrie, dans la mesure où il semble difficile de modifier l'ambiance. Donc on voit qu'à chaque... Dans un imaginaire technique, évidemment, la science-fiction est née quand même d'un imaginaire technique, hein, d'un engouement et d'une exaltation pour la technique. Qu'on prenne Jules Verne comme proto-science-fiction, qu'on prenne Wells, qu'on prenne Rudyard Kipling, qu'on prenne René Héné, et puis tous les auteurs de science-fiction, alors singulièrement les auteurs américains de l'âge d'or, disons 1930, 1950, et puis au-delà, mais singulièrement ceux-là, où il y avait vraiment une importance de la technique, donnée à la technique, à chaque problème sa solution technique, et l'expansion de l'humanité grâce à la technique dans l'espace, sur Terre, dans toutes les régions où les humains n'ont pas encore été. Donc ça, cette idée-là, on voit qu'à chaque fois, il y a un problème qui se pose et il y a une solution technique. Il y a un problème sur Terre, on va ailleurs, soit en colonie, soit sur une planète qu'on terraforme, qui est une méthode technique. Les humains ne sont plus adaptés aux nouvelles conditions, on les transforme et on les modifie génétiquement. Ou alors on a ces êtres cyborgs, hein, dont il était question dans ton documentaire, Donatien. Donc ces cyborgs, l'idée que, puisque ça va être compliqué d'aller là-bas, autant modifier les humains, ce qui pourrait d'ailleurs servir sur Terre, puisqu'après tout, il y a aussi des endroits compliqués sur Terre. Et puis la géo-ingénierie, l'idée qu'on puisse réparer la Terre, la gérer finalement, hein, gérer la Terre en modifiant ses conditions climatiques, c'est aussi volontairement, plutôt qu'involontairement, de manière dispersée, mais en se focalisant sur ça. Alors là, je ne sais pas où j'en suis, là, Donatien, peut-être j'ai encore 2 minutes. Il reste encore 2 minutes, ça va. Et après, c'est bon, comme qu'on ait du temps pour la discussion, évidemment. Donc ces idées-là, donc j'ai dit dans Frank Herbert, je suis Frank Herbert parce que c'est comme une œuvre particulièrement magistrale, mais il y a eu un certain nombre d'œuvres où on parle de modification climatique. Ça vient, la première idée qu'ont les scénarios de simulation climatique, les premières simulations climatiques, il faut voir d'où elles viennent. On rejoint ce qui était très clair dans ton documentaire, hein, il y a toujours derrière, il y a des questions de milieu, de défense qui sont derrière très souvent, pour ne pas dire... peut-être à chaque fois. C'est l'idée, une fois qu'on s'est doté d'une arme nucléaire qui peut faire des dégâts considérables et que potentiellement, on ne va pas en envoyer une, mais peut-être plein, et qu'on sera peut-être 2 à en envoyer plein, enfin 2 pays, disons les 2 grands blocs, à en envoyer plein, il y aura des conséquences. Alors, il y a des conséquences seulement locales, des destructions locales, c'est une chose, mais il y aura aussi des conséquences globales. Et une de ces conséquences globales, c'est l'idée d'hiver nucléaire. L'idée que ça va détruire tellement de choses et soulever tellement de poussière dans l'atmosphère, mais tellement de particules, pas que radioactives, hein, radioactives en particulier, mais ça c'est presque, si j'ose dire, un détail, c'est-à-dire c'est l'effet instantané. Et puis il y a l'effet aussi à long terme de soulever des poussières dans l'atmosphère qui vont obscurcir l'air de la Terre et se retrouver dans une situation qui pourrait être qu'on appelait hiver nucléaire. Que les conséquences instantanées sont évidemment dévastatrices, mais que bien au-delà des conséquences instantanées, il y aura des conséquences à très long terme en modifiant le climat de la Terre sur des années, dizaines, peut-être même centaines d'années. Donc il y a déjà eu la question de simuler les évolutions de ce potentiel hiver nucléaire, ce qui n'est pas sans importance pour ceux qui simulent ça, c'est tout simplement pour savoir si le fait que vous, en envoyant vos bombes nucléaires sur votre adversaire, vous n'êtes pas en train de vous détruire vous-même. Un peu comme les gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale, on s'est rendu compte assez rapidement que c'était assez dévastateur pour les troupes ennemies, mais il suffit que le vent tourne pour que vous-même soyez détruits. Donc du coup, ça pose la question de est-ce que c'est vraiment raisonnable d'utiliser une arme qui tue l'ennemi pour un militaire, certainement, mais qui vous tue aussi, ça reste beaucoup plus discutable. Le gain reste beaucoup plus discutable. Donc cette question-là n'était pas complètement déconnectée de l'idée de conséquences que pouvaient avoir les armes de destruction massive. D'ailleurs, je pourrais épiloguer là-dessus si on a un peu de temps, qui ont déjà été imaginées dans la science-fiction avant l'usage même de ces armes nucléaires. Donc du coup, c'est posé la question de la simulation de scénarios climatiques dans ce cadre d'un hiver nucléaire. Et ensuite, se poser la question de, après tout, c'est aussi utile, ça fait progresser alors, les sciences du climat en général, parce que le climat, c'est ce qui se passe à très long terme, la différencier de la météorologie, c'est savoir le temps qu'il fera demain ou après-demain. Hein. Si le climat, c'est votre personnalité, pour un humain, le climat, c'est la personnalité d'un humain, et la météo, c'est votre humeur. C'est aujourd'hui, vous n'êtes pas de bon poil, vous êtes plutôt content, parce que je ne sais quoi. D'accord ? Donc, c'est 2 échelles de temps qui sont très, très, très différentes. Donc, ça a permis de comprendre, de se poser des questions sur le fonctionnement de la machine climatique, ce dont se posaient les scientifiques déjà, bien sûr, mais là, de se le poser très concrètement par des simulations dans une situation très claire qui était cet hiver nucléaire. Donc, il y a eu en 1980
qu'en 1991, l'éruption d'un volcan aux Philippines s'appelle le Pinatubo, qui a été assez emblématique, parce que pour la première fois, on avait à la fois une très 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 grosse éruption volcanique, celui du Pinatubo, c'est difficile de sous-estimer son impact, il y a des milliards de tonnes de poussière qui sont montées jusque dans la stratosphère, enfin, c'est un truc absolument incroyable, cette éruption du volcan Pinatubo, et les poussières qui ont été injectées dans l'atmosphère, dont des poussières soufrées, tout un tas de trucs, du CO2, enfin plein de choses qui sont sorties de ce volcan, eh bien, ça a modifié, ça a refroidi le climat moyen de la Terre d'à peu près entre 0,3 et 0,5 degrés pendant 3 ans après l'éruption du volcan. Il y a eu très concrètement, par des mesures qu'on savait faire déjà, instrumentées sur l'ensemble de la Terre, depuis l'espace, par la compréhension qu'on avait déjà de la machine climatique terrestre qu'on a pu simuler par les simulations, on a eu la conjonction de dire cet événement-là, incroyable, assez rare, de très très grosses éruptions volcaniques, a des conséquences climatiques globales. Donc d'une part, on avait une sorte de validation, de capacité des modèles à prévoir le climat de manière assez pertinente, d'une part, et d'autre part, de constater qu'on pouvait attribuer à un événement particulier les conséquences qu'on a mesurées, que l'on a vues sur l'ensemble de la planète. Et donc, du coup, il y a un prix Nobel de chimie, 1995, qui s'appelle Paul Crutzen, qui s'est dit, eh bien, puisqu'on pensait déjà à comprendre les questions de réchauffement climatique et à les mesurer, à les voir, eh bien, elle se dit, après tout, s'il y a du réchauffement climatique, peut-être on pourrait faire ce que fait le Pinatubo, mais le faire volontairement, au lieu d'attendre qu'il y ait un Pinatubo le plus longtemps possible, parce que c'est des conséquences dévastatrices pour les populations et pour la pollution atmosphérique et plein de choses, eh bien, nous allons injecter volontairement des aérosols dans l'atmosphère de la Terre, de sorte à modifier le climat de la Terre, des aérosols, notamment des aérosols soufrés, qui pourraient augmenter l'albédo de la Terre. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le dernier rapport du GIEC, qui est paru en août dernier. Si vous lisez, c'est pas si vous, lisez le Summary for Policymakers, il est fait pour des rats du casque qui ne comprennent rien, les policymakers. Donc vous avez largement le niveau pour comprendre ce qu'il y a dedans. C'est en anglais. Bon, donc peut-être vous faites traduire, DeepL fait ça très bien maintenant, et il est certainement traduit en français dans quelques langues communes, si j'ose dire. Il y a beaucoup de rédacteurs qui travaillent au laboratoire des sciences et du climat et de l'environnement au CEA, qui ont travaillé sur ce rapport, qui ont rédigé ce rapport. Donc lisez-le, et dedans, il y a un certain nombre de documents, dont l'un est extrêmement intéressant, qui vous dit voilà l'ampleur du réchauffement climatique, jusqu'à présent, 1,2 degré depuis l'ère pré-industrielle, et qui vous dit d'où viennent les éléments, d'où ça vient, le CO2 dans l'atmosphère. Alors beaucoup, plus que 1,2, plutôt 1,6, je crois, 1,6 ou 1,7 degrés. Mais il y a des éléments donc défavorables qui s'additionnent les uns aux autres et qui font que, oui, le réchauffement est là, mais il y a des éléments favorable. Il y a des éléments, notamment la dispersion d'aérosols soufrés dans l'atmosphère de la Terre, a une conséquence qui est plutôt dans le refroidissement climatique. Et c'est l'ensemble de toutes ces causes de réchauffement et de refroidissement qui font le réchauffement global qui est là, dont l'essentiel est dû à ces émissions de CO2 d'origine humaine. C'est dit dans le rapport, c'est dit sans ambiguïté. C'est écrit explicitement maintenant, est sans ambiguïté d'origine humaine. La discussion n'est plus de mise, il faut passer à l'action. Donc, injection d'aérosols stratosphériques. Voilà une première possibilité, fort du Pinatubo, fort des simulations qui ont vu la corrélation très directe entre ces deux éléments. Autre chose, c'est de se dire, le problème, c'est du CO2 dans l'atmosphère, il faudrait l'enlever. Comment on fait pour enlever le CO2 de l'atmosphère ? Eh bien, c'est pas facile du tout. Les machines qui souffleraient de l'air à travers un machin, et puis en sortie, il y a moins de CO2 qu'en entrée, ça ne marche pas du tout. Ça consomme d'abord de l'énergie. Vous voyez, c'est un petit truc intéressant, ça. Il faut de l'énergie pour enlever le CO2 de l'atmosphère. Mais cette énergie, d'où vient-elle ? De sources d'énergie elles-mêmes carbonées. Donc peut-être on n'est pas en train de réussir le coup. Bon. Donc il faudrait enlever du CO2 de l'atmosphère. Une façon d'enlever le CO2 de l'atmosphère, c'est les plantes. Les plantes mangent du CO2, littéralement. Elles mangent du CO2 pour la photosynthèse et pour en faire leur matière organique. Donc, qu'à cela ne tienne, mettons plus de plantes. D'ailleurs, dans les puits de carbone, il y a l'augmentation de la biomasse de la surface de la Terre, elle n'est pas du tout négligeable, et a permis, pour partie, de pomper une partie du CO2 qui a été mis par les humains dans l'atmosphère, une partie a été pompée par l'augmentation de biomasse spontanée, une partie par la dissolution dans les océans, par exemple, un autre puits de carbone. Et qu'à cela ne tienne, augmentons ça. Où est l'essentiel de la biosynthèse ? Enfin, la majorité pas de la biosynthèse, de la photosynthèse, elle est dans les océans. Il faut réaliser qu'on parle photosynthèse, on parle des plantes, les arbres, les forêts. Tout ça est bel et bon, évidemment. Mais plus de la moitié de la photosynthèse, ça vient des algues bleues, enfin, des êtres photosynthétiques marins. Eh bien, activons leur photosynthèse. Et une proposition qui avait été faite, c'est de dire, qu'à ça ne tienne, il suffit de fertiliser les océans par du fer dissous qui va activer leur capacité photosynthétique.
de sorte que ça piège plus de CO2 et la vie est belle. Bon, après, il y a des modélisations qui sont faites, c'est pas très sûr que ça fasse ce qu'on veut et que ça marche comme on veut. Les incertitudes sont encore suffisamment énormes pour qu'on ne soit pas très sûr que ça fonctionne. Dans le cas du SO2 stratosphérique, ça, on sait que ça marche, on l'a vu avec le Pinatubo. Après, il y a aussi des conséquences qui sont plus difficiles à jauger sur les nuages, par exemple, la façon dont ces poussières, enfin ces aérosols vont ou pas faciliter l'agrégation, la granulation, enfin pas la granulation, la production. On peut ensemencer l'atmosphère par des petites particules pour fabriquer des gouttelettes d'eau qui vont grandir à partir de ces petites poussières en suspension. C'est d'ailleurs un des moyens pour faire pleuvoir. Quand on veut manipuler non pas le climat mais la météo, et qu'on veut faire pleuvoir, ça a été fait quand il y a eu des jeux à Tokyo, pas à Tokyo, en Chine, pour être sûr qu'il ne pleuve pas le jour de la cérémonie, ils ont ensemencé l'atmosphère en amont, enfin le ciel, pour qu'il pleuve avant, et comme ça on était tranquille, on était sûr de ne pas avoir de pluie. Ça a été utilisé aussi pour faire pleuvoir, où on voulait faire pleuvoir dans certaines situations. On sait faire ça, ça marche, en envoyant des petits grains de particules d'argent. Et puis, dernière solution qui relève plus de la science-fiction par son ampleur. Les autres sont aussi de grande ampleur, mais on a l'impression qu'on comprend ce qu'il y a à faire, à défaut de maîtriser les conséquences. C'est bien là le problème. On ne maîtrise pas du tout les conséquences. Eh bien, ce serait simplement de faire un parasol orbital. Un peu, cette fois-ci, l'idée n'étant pas de réfléchir la lumière du Soleil vers la Terre, mais de mettre un truc qui va occulter une partie de la lumière du Soleil. Si vous enlevez à peu près 1,8% du rayonnement solaire, si vous snap, ça disparaît, eh bien vous changez le bilan radiatif de la Terre, qui, pour l'instant, dans un truc où elle rayonne plus qu'elle reçoit, eh bien, et donc ça la réchauffe. Donc, si vous changez un peu le bilan radiatif de la Terre comme ça, par des parasols orbitaux, alors c'est pas des petites choses, hein, c'est littéralement. Alors, le cas, c'est un astronome de l'Arizona qui a proposé ça en 2006, un bouclier solaire qui ferait 16 000 milliards de petits écrans transparents de 60 cm de diamètre qu'on met à 1,5 million de kilomètres de la Terre, au point de Lagrange, hein, c'est un point d'équilibre instable en pratique entre la Terre et le Soleil, et qui filtrerait, qui dévierait une partie de la lumière du Soleil qui frappe la Terre. Et en réduisant le flux de 1,8%, ça pourrait améliorer les choses, simplement en chauffant moins la Terre. Eh bien, on va réduire le rythme et voir le réchauffement en général. Alors, le masse de cet objet-là, de cette structure-là, c'est 20 millions de tonnes. Alors, pour l'instant, on envoie à grand-peine quelques dizaines de tonnes en orbite. Vous voyez encore, il y aura beaucoup de fusées envoyées. Ah, c'est con, les fusées, quand on les envoie, ça pollue l'atmosphère de la Terre. Alors, quand on envoie 2 ou 3, ça va. Quand on envoie pour envoyer 20 millions de tonnes, il faudra se poser la question des conséquences. Donc, c'est toujours assez marrant de voir comment ça se mord la queue. Si on met ce truc, s'il apparaît comme ça, from scratch, c'est génial, on va dire, le problème est réglé. Le problème, c'est que pour l'envoyer, 20 millions de tonnes, hein, ça fait beaucoup de fusées, mais beaucoup de fusées. Et si ces beaucoup de fusées partent, quelles seraient les conséquences sur l'atmosphère de la Terre ? Peut-être assez délétères, elles aussi. Donc on voit qu'il y a derrière tout ça, derrière cette géo-ingénierie, il y a ce fantasme encore de machiniser quelque chose, et à l'échelle, alors machiniser les humains, machiniser le vivant, machiniser les machines, c'est assez normal, machiniser les machines, mais machiniser la structure complète de la Terre, hein, de la rendre à notre merci, où on saurait, par des jeux habiles, en mettant un peu de ci là, un peu de ça là, et puis en gérant tout ça, et par des observations satellitaires au sol, etc., d'être capable de maîtriser complètement l'évolution climatique, d'abord météorologique éventuellement. Alors, ça pose des problèmes. Hein. L'évolution météorologique, ça pose des problèmes. C'est-à-dire que si on était capable de déclencher une tempête, une tornade, ça pourrait être une arme de guerre. D'ailleurs, l'ONU a décrété qu'il était non légal d'utiliser des moyens guerriers fondés sur les manipulations météorologiques. Déjà, vous voyez, ça a été déjà un peu anticipé, ce qui ne veut pas dire que personne ne le fera, ça veut juste dire que ce n'est pas bien. Bon, est-ce que quelqu'un le fera ? C'est encore un autre problème. Mais là, l'idée encore de machiniser la planète entière, puisque finalement, on a l'impression, peut-être sans doute vaine, de se dire que quand on a l'objet sous main, quand c'est une machine, on tourne les boutons et tout se passe bien et tout va bien. En pratique, les films de SF montrent ça très très bien. Souvent, quand on appuie sur les boutons, il se passe des trucs et puis ça diverge. Et à la fin, on le voit très bien dans Spider-Man 2, là, quand le professeur Octavius montrait sa machine à fusion. Ah, je suis un génie. Ça montre, et puis immédiatement après, une fois qu'il a montré ça, ça se met à merder. Et ça lui pète à la gueule, évidemment, et il y a des problèmes. Donc cette chose, la science-fiction l'a montré, on l'a vu dans la vraie vie, mais ça pose cette question-là, qui est posée dans les deux documentaires, enfin le documentaire d'Onatien, l'œuvre de Gwenola, qui montre très bien que c'est un fantasme qui est probablement pas très souhaitable. Voilà, merci de votre attention.
Merci à tous les deux pour vos interventions absolument passionnantes. Alors, on a beaucoup parlé, donc il nous reste assez peu de temps pour des échanges avec le public. Ensuite, on vous propose une visite des expositions, de l'exposition Au-delà du réel. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, Roland, en particulier, parce que dans l'exposition Au-delà du réel, on a un atelier qui s'appelle Nature dénaturée, où justement sont mis en scène des projets de géo-ingénierie, ou une partie de l'histoire également des rapports entre la militarisation de l'atome et les premières simulations climatiques. Donc on retrouve vraiment ces sujets-là et je serais ravi de pouvoir vous présenter notamment les jardins cybernétiques, une œuvre que j'expose dans cet atelier. On a un peu de temps pour des questions. Est-ce qu'on fait circuler... On a 3-4 minutes pour des questions, donc si jamais vous souhaitez... Alors oui, je vois quelqu'un qui lève le doigt là-bas. Oui, c'est une question assez précise en fait sur tout ce qui est terraformation, très, très intéressant. En parlant de Mars, qui semble être effectivement une possibilité, il se pose aussi la question tout simplement de la taille, enfin de la masse de la planète elle-même, qui ne permettrait pas à long terme de conserver une atmosphère. Et le deuxième point, qui est aussi tout ce qui concerne son champ magnétique, qui n'existe plus, qui fait que le vent solaire balayerait tout ça à grande vitesse. Et peut-être que vous avez vu hier soir la NASA qui a proposé quelque chose à ce niveau-là pour créer un champ magnétique artificiel. Alors, vous avez absolument raison. Sur Mars, si on faisait ça, ça ne serait que temporaire. Alors, un temporaire un peu long à l'échelle humaine, hein, ça serait quelques centaines de millions d'années. Et c'est la durée qu'il a fallu à peu près pour l'atmosphère, que Mars perde son atmosphère initiale. Quelques centaines de millions d'années, ils ont un chiffre en ordre de grandeur. Donc si on le faisait, ça nous laisserait quelques centaines de millions d'années d'habitabilité à la surface de Mars, qui est déjà pas si mal, mais l'effort serait lui-même considérable. Et après, l'affaire serait réglée. On aurait volatilisé tout ce qui est volatilisable, donc ça serait réglé. Effectivement, les deux raisons essentielles, c'est la gravité martienne, qui est assez faible, et qui donc retient, on va dire, plus difficilement son atmosphère, et le manque de champ magnétique. Alors là, le champ magnétique, le lien est plus subtil, c'est le fait que des particules de haute atmosphère peuvent, sous l'influence du rayonnement solaire, notamment être ionisées, mais si elles sont assez rapides, assez chaudes, en fait, en particulier, peuvent éventuellement s'évaporer, partir, être libérées de l'attraction gravitationnelle de la planète. S'il y a un champ magnétique, les particules ionisées reviennent vers les pôles. C'est ce qui se produit sur la Terre. Donc la Terre a à la fois une gravité un peu importante et un champ magnétique, ce qui n'est pas complètement déconnecté, parce que comme elle est assez massive, elle a pu préserver des mouvements internes qui ont fait cette dynamo interne qui produit le champ magnétique de la Terre. Donc en fait, Mars est sans doute pas assez grosse de toute façon pour garder durablement une hypothétique atmosphère reformée à sa surface. Pardon, alors juste une chose, j'ai passé immédiatement la parole au public, mais peut-être qu'entre nous, on peut aussi discuter. J'avais une question aussi concernant les projets de terraformation des acteurs de ce qu'on nomme le New Space, qui ont parfois un peu pris le relais des agences spatiales mondiales, enfin des différents pays, et en particulier l'imaginaire qui déploie pour promouvoir des projets parfois de terraformation, où le mot est... je pense au mot Planète B, j'écris par ailleurs un livre qui s'appelle Planète B sur les projets spatiaux d'entreprises comme Amazon. Et l'idée qu'ils mettent en place un imaginaire où la colonie spatiale de Gérard O'Neill est complètement réactivée, où ils ont repris vraiment les mêmes dessins de Gérard O'Neill avec le même cylindre qui sont mis dans des keynotes, où il les remontre aujourd'hui en disant voilà, nous on va le faire. La NASA l'a pas fait. Dans les années 70, elle a entre guillemets arrêté son programme spatial habité, mais nous on le réactive complètement et on refait du Gérard O'Neill aujourd'hui. Et du coup, j'aimerais bien avoir vos impressions là-dessus, parce que alors ça sera toujours pareil, ce sera pas très facile. Il y a un peu de com, même certainement beaucoup de com là-dessus. D'abord, le coup de la planète B, il n'y en a pas. Bon, ça, c'est une affaire... Enfin, on peut en discuter longuement, mais vu le temps qui reste, peut-être pas. Mais la planète B, il faut se convaincre qu'il n'y en a pas. Et le coup d'une colonie orbitale, même un peu grande, c'est toujours pareil. Il y aura besoin d'une énorme structure à mettre en orbite, d'énormes masses à mettre en orbite. Si c'est mis par des fusées, et au rythme auquel les fusées mettent des masses en orbite, par dizaines de tonnes, on va dire, même 100 tonnes, hein, si c'est une fusée comme Saturn V ou le SLS, enfin une grosse fusée, disons, qui mettrait 100 tonnes en orbite basse, hein, comme Saturn V, pour faire 1 million de tonnes, il faut, pour aller de 10 puissance 6 par paquet de 100, il faut 10 000 tirs. Et bon, c'est des énergies, des matières qui sont absolument considérables, dont l'essentiel vient de sol. Donc ça veut dire que c'est attribué à cette unique structure
toutes des ressources qui viennent strictement de la Terre, si c'est pensé comme ça, strictement de la Terre. Peut-être des ressources qui pourraient être utilisées à d'autres choses, ou simplement ne pas être utilisées peut-être, mais en tout cas être utilisées à autre chose, pour un truc qui est finalement la Terre en ultra miniature, avec la constatation qu'on n'a déjà pas su gérer la Terre en grand. Donc je ne vois pas pourquoi on saurait gérer la Terre en ultra miniature. C'est pas plus simple, c'est juste plus compliqué, puisque précisément, c'est miniature. Et donc il faut amener tout depuis la Terre vers le machin miniature. Alors après, ils essaient de nous raconter que, ah oui, mais on va exploiter les astéroïdes, la Lune et les machins. Ouais, d'accord, mais pour l'instant, il n'y a juste rien. Il y a juste rien. Donc effectivement, si les 20 millions de tonnes, on les a déjà en orbite, parce qu'on a détourné un astéroïde. Alors les astéroïdes, si on en détourne un pas très gros, déjà vous imaginez, ça va un peu stresser du monde, hein, parce qu'il ne faut pas merder l'opération. Bon. Donc on la détourne, on va mettre en orbite autour de la Lune pour ne pas stresser trop de monde. Comme si ça rate, au moins ça tombe sur la Lune. Bon. Ok, on a mis en orbite autour de la Lune cet astéroïde. C'est tout de suite, même un astéroïde de 100 mètres de diamètre, ça peut être des milliards de tonnes. Enfin, il y a du matos. Hein. Il n'y a pas tout ce qu'on veut, il n'y a pas d'eau par exemple. Enfin bon, il y a des trucs. Après, il faut les usines orbitales pour transformer en orbite, parce que si c'est pour les descendre sur la Terre et les remonter ensuite, on a reperdu. Donc il faut en orbite transformer autour de la Lune des milliards de tonnes de matière pour en faire des poutrelles à la fin. Enfin, les stations orbitales, c'est des poutrelles avec des machins. Enfin, il y aura de la ferraille, quoi. Bon, c'est pas gagné en orbite de lunaire, en impesanteur, donc ça va être très compliqué. Et puis de toute façon, à la fin de la fin, pour un physicien, très très brutalement, là c'est un peu le physicien chiant, c'est à la fin, c'est combien d'énergie vous avez, quoi. Est-ce que vous avez beaucoup d'énergie pour le faire ou pas beaucoup d'énergie? L'énergie, c'est la capacité pour un physicien à faire des transformations, fabriquer des trucs, les détruire, les chauffer, les refroidir, les déplacer. Enfin, vous voulez faire un truc, ça coûte de l'énergie, quoi que vous fassiez. Et l'énergie, eh bien, quand on la fait, il y a une partie qui va là où vous voulez, ce que vous voulez faire, puis une partie qui va là où vous voulez pas. Ça s'appelle la chaleur. Ça, c'est impossible à gérer. Et il y a des déchets, il y a des trucs, ça marche pas. Donc, vous voulez transformer le monde, il vous faudra de l'énergie. Vous voulez beaucoup transformer, beaucoup d'énergie. Vous voulez beaucoup transformer rapidement, ça faudra dire avec un rythme élevé, donc il faudra beaucoup d'énergie par unité de temps, ça s'appelle beaucoup de puissance, beaucoup de watts. Bon, et bien l'essentiel de notre puissance actuelle, c'est l'énergie fossile. Ça ne fonctionne pas en orbite. Donc on faudrait dire, par exemple, si on a des énergies très concentrées qui pourraient fonctionner en orbite, ça s'appelle l'énergie nucléaire. Bon, on peut faire un sondage, hein, voir si la population humaine est d'accord pour utiliser massivement l'énergie nucléaire dans l'espace, qui serait beaucoup d'énergie, dans pas beaucoup de volume, avec des grosses puissances. Donc il y aurait des possibilités au point de vue énergétique, et après il faudrait construire les machines qui transforment des astéroïdes, qui les dévient, qui les transforment. Bon, tout ça me paraît encore une fois pensable techniquement. C'est là où il y a c'est le meilleur bullshit qu'en fait. Le meilleur bullshit, c'est quand il y a des trucs vrais dedans et des trucs faux dedans. Et ça fait, vous mélangez tout ça et ça fait un truc génial, parce que les trucs vrais, on y croit, et les trucs faux, ils passent crème. Et là, il y a un mélange très habile entre des choses que je dirais pensables plutôt que vraies, au sens... Ça fait sens, quand on met quelques nombres, il y a des choses où ça fait sens. Ça a des conséquences pas toujours votables, au sens, vous voulez qu'on mette des réacteurs nucléaires en orbite, mettons à fusion, ce qu'on ne sait pas faire sur Terre, mais pas maîtriser en tout cas. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça? Donc là, dans l'ambiance générale, peut-être les gens ne seraient pas d'accord. Et puis deuxièmement, même si on avait ça, il y a tout un tas d'autres problèmes techniques qui se posent, parce que quand on creuse un trou sur Terre, ça soulève de la poussière qui retombe à côté. Un peu loin éventuellement, mais à côté. Quand vous faites ça dans l'orbite, ça reste autour. Et vous travaillez dans un nuage de poussière, parce que la pesanteur est si faible que dès que vous donnez un coup, poussière en fout partout. Donc vous travaillez littéralement dans un nuage de poussière permanente, dans des machines qui sont très sensibles aux poussières. Bref, il y a tellement d'obstacles techniques que ce mélange de vrai, de vraisemblable, de plausible et de trucs qui sont faux, ça fait une espèce de bullshit qui sert leurs intérêts en fait de promouvoir très concrètement. Ils veulent vendre le métavers, ils veulent vendre des fusées, ils veulent vendre des voitures électriques. Voilà, le très concret, il est là.